Donc on reprend avec la démonstration suivante et la propriété suivante qui va nous permettre d'être assuré de l'existence de primitives à condition que la fonction soit continue. Donc si une fonction est continue sur un intervalle i, elle admet des primitives. Alors à nouveau, on va faire la démonstration qui est censée être à connaître mais qui, je vous le redis, à mon avis ne l'est pas tant que ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir le principe de la démonstration qu'on va voir là-dedans, qui est quelque chose qui est intéressant. Nous, pour démontrer ça, on va se restreindre à un cas particulier où la fonction est continue non pas sur un intervalle quelconque, mais sur un intervalle qui est ici, qu'on appelle fermé borné. Fermé parce qu'on est fermé au niveau des segments des A et des B, on prend les A et B, et borné parce qu'on est entre deux valeurs. Donc, ce qu'on appelle un intervalle fermé borné, ce qui vous verrez plus tard l'année prochaine quand vous avez une fonction qui est continue sur un fermé borné, eh bien, vous êtes sûr que la fonction est bornée et qu'elle atteint ses bornes. Et on se servira de ça dans la démonstration. Donc, vous voyez qu'on se place sur un cas un petit peu restreint là pour démontrer l'existence de primitives. Bien. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ça? On va considérer ici que notre fonction qui est continue sur cet intervalle a un minimum petit m qui existe, du coup, et on va considérer la fonction phi définie par f de x moins m. Cette fonction phi, elle est continue et positive. Elle est positive puisque f de x est supérieur à petit m, puisque petit m est son minimum, donc on est sûr qu'elle est positive, et elle est continue parce que la fonction f est continue et on enlève moins m, donc ça ne change rien au niveau de la continuité. On a donc une fonction continue positive, on peut appliquer le théorème de dérivabilité d'une fonction définie par une intégrale qu'on vient de démontrer dans la propriété précédente. Donc notre fonction grand phi ici, définie par l'intégrale de a à x de phi de t dt, est dérivable. Et sa dérivée, on sait que c'est le phi qui est ici, donc la dérivée phi de x, c'est donc f de x moins m pour grand phi prime. Et on va considérer la fonction grand f définie par phi de x plus mx. Dans ce cas-là, grand f est défini et dérivable. La dérivée de grand f, c'est la dérivée de grand phi prime plus la dérivée de mx plus m. Et ce grand phi prime plus m, si vous passez le moins m ici de l'autre côté, grand phi prime plus m, c'est f de x. Donc on a grand f prime de x qui est égal à f de x. D'accord? Donc grand f, puisque sa dérivée est égale à f de x, est une primitive de f. Donc on a démontré l'existence d'une primitive de petit f, pour peu qu'on a une fonction donc, qui était continue. Alors exemple, ici f1 qui a x associé à 1 sur x carré, c'est une fonction continue, elle admet une primitive. Nous on sait que quand on dérive 1 sur x, on a moins 1 sur x carré, donc si on dérive moins 1 sur x, on va avoir moins 1 sur x carré, donc 1 sur x carré. Primitive sur intervalle moins l'infini 0. Et de la même façon, f2, qui est continue sur cet intervalle-là, admet une primitive sur cet intervalle-là. Vous voyez que là, on scinde un intervalle et un autre intervalle ici pour le 0. Alors, ça, ces propriétés qui sont là, c'est vraiment quand même des choses à connaître. C'est des choses qu'on utilise assez souvent. Première chose, on a dit tout à l'heure que il n'y avait pas unicité des primitives de fonctions. En fait, si on a deux primitives d'une même fonction, la différence entre les deux, c'est une constante. On dit que les primitives, elles diffèrent d'une constante. Et donc, si on prend une primitive quelconque, étant donné que les autres, c'est une constante, étant donné que la différence entre deux primitives, c'est une constante, ça veut dire qu'on peut écrire une primitive comme étant une autre primitive plus une constante. Donc, toutes les primitives vont pouvoir s'écrire comme une primitive plus une constante. Et donc, on a une infinité de primitives. Parmi cette infinité de primitives, on va avoir une unique primitive qui vaut une certaine valeur
en x0, qui vaut par exemple ici la valeur y0 en x0. On comprend que si on a, donc je vous explique un petit peu rapidement les choses là, si vous avez une fonction grand F là, qui est une primitive d'une fonction petit f. Cette fonction grand F, si vous ajoutez un certain cas, vous obtenez une nouvelle fonction grand F plus K, hop, dont la courbe est comme ça, et donc vous avez comme ça une infinité de primitives qui vont différer d'une constante. Parmi toutes ces primitives, il n'y en aura qu'une qui va passer, par exemple, hop, en x0 par la valeur y0. Donc il y a unicité d'une primitive qui vérifie certaines conditions initiales. Pour démontrer ces 3 points, le premier point résulte de la linéarité de la dérivation. Si vous faites la dérivée de la fonction grand f moins g, vous avez grand f' moins g', c'est-à-dire petit f moins petit f, donc 0. Donc c'est constant. Maintenant, si vous avez grand f plus k que vous le dérivez, vous trouvez grand f', c'est-à-dire f plus 0, donc f, ce qui vous donne le deuxième point. Et pour le troisième point, l'existence de notre primitive, il suffit de considérer G une primitive de f, on est sûr qu'il en existe une de primitive de f, et on va considérer la fonction grand f définie par grand g de x moins g de x0 plus y0. Le fait de faire ça fait que cette fonction grand f est aussi une primitive, puisque vous allez dériver des constantes ici qui vont faire 0, et vous aurez grand g' qui va vous donner f. Et en x0, g de x0 moins g de x0, ça fait 0, donc il reste que y0, donc f de x0 est bien égal à y0. On passe à la page suivante. Hop. Alors, des exemples de primitives en utilisant tout ça. Étant donné que on a tout dit, mais non, oui, il y a l'unicité, il me semble. Hop, donc l'unicité, avant de conclure, enfin, avant de passer à la suite. Alors l'unicité, comme tout le temps, pour démontrer l'unicité, on suppose qu'il y a deux fonctions qui vérifient les conditions. Donc les conditions, c'est que ce soit des primitives et qu'elles valent toutes les deux y0 en x0. On va démontrer que grand f égale grand g. Comment est-ce qu'on démontre ça? Si ces deux primitives de petit f, on sait d'après le théorème précédent que l'une peut s'écrire comme étant l'autre plus une constante. Si on évalue ça en x0, on a grand f de x0 qui va être égal à grand g de x0 plus k. Et comme ça, ça fait y0. On a y0 égale y0 plus k, ce qui nous donne bien k égale à 0. Et donc, grand f égale g. On a vu tout à l'heure que x carré était une primitive de 2x. On peut dire que c'est la primitive qui vaut 0 en 0. Parce que si vous mettez grand f de 0, ça vaut 0. C'est la seule primitive de 2x, de la fonction qui est x associée 2x, qui vaut 0 en 0. Celle-là, c'est la seule qui vaut 3 en 0. Propriété essentielle concernant les primitives, qu'on utilise tout le temps sans vraiment s'en rendre compte, c'est la linéarité. Linéarité, on a déjà rencontré ce terme-là. Si on a deux fonctions, ici grand f et grand g, qui sont des primitives de petit f et petit g, f plus g, c'est une primitive de petit f plus petit g. Et lambda grand f, c'est une primitive de lambda petit f. C'est le même principe que ce qu'on avait pour la dérivation. C'est pas étonnant, c'est l'opération contraire, donc ça marche. Ça marche, je vous disais, comme on a envie que ça marche. La démonstration, elle est immédiate. En revanche, tout comme pour la dérivation, en général, tout ne marche pas aussi bien. Si vous faites par exemple le produit, ça ne marche pas. Ça, c'est pas une primitive de ça. D'accord? Ça ne marche que pour la somme et la multiplication par une constante. Du coup, en appliquant cette propriété de linéarité, on va pouvoir
calculer différentes primitives. On comprend que pour déterminer une primitive de x carré plus 2x, on va d'abord déterminer une primitive de x carré, puis une primitive de 2x. 2x, on a déjà vu plein de fois que x carré est une primitive de 2x, donc on va avoir le 2x ici, le x carré pardon ici, et x carré, alors si on réfléchit un petit peu, on sent qu'il va falloir qu'on descende d'un degré pour tomber sur du x carré quand on dérive, donc on va sentir le x cube, et si vous avez, je vais écrire un petit peu des choses là, hop, si vous avez x cube, que vous dérivez x cube, dans ce cas-là vous avez 3x carré, et comme nous ce qu'on veut c'est avoir x carré tout seul, ici il faudrait qu'on ait ça pour pouvoir simplifier. Donc ici j'ai mis un 3 ici. Donc si je dérive x cube sur 3, j'ai mon 3x carré sur 3 qui me fait bien mon x carré. Donc x cube sur 3 est une primitive de x carré. Du coup on a comme ça que x cube sur 3 plus x carré est une primitive de petit f. On a commencé là, à travers cet exemple-là, à voir un petit peu comment on va obtenir des primitives. Alors pour le moment c'était des cas simples avec des polynômes. On va voir qu'on a des fonctions de référence qui ont des primitives explicites connues, et on va voir comme un petit peu pour les dérivés qu'en associant ça à des propriétés, on va pouvoir combiner un petit peu les choses et avoir des primitives dans différentes situations. Alors c'est pas magique, c'est pas comme pour la dérivation où on est sûr de toujours pouvoir trouver une dérivée. Pour les primitives, on n'est pas sûr d'avoir des primitives explicites à chaque fois. On verra plus tard que par exemple, la fonction qui est x associée de moins x carré n'a pas de primitive explicite. Très bien. On va voir dans la prochaine vidéo les primitives des fonctions visuelles et les propriétés.